La violente attaque de la tempête obligea Alan à ralentir, en dépit du sentiment d'urgence vitale, dramatiquement vitale, qu'il éprouvait de plus en plus nettement. S'il n'arrivait pas très vite à Castle Rock, autant ne jamais y retourner. Une bonne partie des informations dont il avait eu réellement besoin, lui semblait-il maintenant, se trouvaient depuis longtemps dans sa tête, barricadée derrière une porte épaisse. Sur le battant se détachait une légende, imprimée en lettres bien visibles. Ce n'était pas « bureau du président », ni « salle du conseil d'administration », ni même « privé défense d'entrée ». Ce qu'il y avait décrit, tout ceci n'a aucun sens. Pour ouvrir cette porte, il avait eu besoin que de la bonne clé, celle que lui avait fournie Sean Rusk. Et que trouvait-on derrière la porte? Tiens, pardi, le bazar des rêves. Et son propriétaire, le sieur Leland Gaunt. Brian Rusk avait acheté une carte de baseball au bazar des rêves. Et Brian Rusk était mort. Nettie Cobb avait acheté un abat-jour en pâte de verre au bazar des rêves. Et elle aussi était morte. Combien d'autres, à Castle Rock, avaient couru au puits acheter l'eau empoisonnée de l'empoisonneur? Norris, il avait trouvé une canne à pêche. Polly, un charme magique. La mère de Brian et de Sean, une paire de lunettes de soleil de Katsu qui avait quelque chose à voir avec Elvis Presley. Même Ace Merrill, un vieux livre. Alan était prêt à parier que Hugh Priest y avait aussi fait un achat, et Danforth Keaton. Et combien d'autres? Combien? Il s'arrêta juste avant de traverser le Tin Bridge, à l'instant où un éclair frappa un vieil orme, de l'autre côté du cours d'eau. Il y eut un formidable crépitement électrique et un éclat lumineux insupportable. Alan mit un bras devant les yeux, mais l'image rétinienne persista, imprimée en bleu aveuglant, tandis que la radio émettait un violent grésillement d'électricité statique, et que l'orme s'effondrait dans l'eau avec une noble lenteur. Il laissa retomber le bras, puis poussa un cri en entendant le tonnerre rugir juste au-dessus de sa tête, avec une puissance à fendre la planète. Rendu aveugle, il crut pendant un instant que l'orme était tombé sur le pont, lui bloquant le passage. Puis il le vit en amont de l'arche rouillée, enfoncée au milieu des tourbillons. Il passa en première et traversa. Une fois sur le pont, il entendit le vent qui soufflait maintenant avec la force d'un cyclone, ululer dans les membrures métalliques. C'était un bruit inquiétant, désespéré. La pluie fouettait le pare-brise du vieux break, transformant tout le paysage en une hallucination agitée de contorsion. Au moment où il arriva au carrefour de Lower Main Street et de Watermill Lane, les trompes d'eau atteignirent une telle violence que les essuie-glaces, même à la vitesse maximum, étaient devenus complètement inutiles. Il baissa la vitre, passa la tête dehors et conduisit ainsi. Il fut trempé sur le champ. Autour du bâtiment municipal, le secteur était encombré de voitures de patrouille et de fourgonnettes de télé, ce qui ne l'empêchait pas de présenter aussi un étrange aspect déserté, comme si les gens à qui appartenaient ces véhicules venaient d'être brusquement téléportés sur Neptune par d'abominables extraterrestres. Alan aperçut quelques journalistes réfugiés dans leurs fourgonnettes, puis vit un policier courir du bâtiment au parking, en faisant jaillir de l'eau à chaque foulée, mais ce fut tout. À 3 coins de rue de là, en direction des hauteurs de Castle Hill, une voiture de patrouille traversa Main Street sans ralentir, en direction de l'ouest, par Laurel Street. Elle fut imitée quelques instants plus tard par une autre qui, elle, emprunta Birch Street, pour prendre la direction opposée à la première. Les choses se déroulèrent si vite qu'on se serait cru dans un film muet de Buster Keaton. Les fiancés en folie, peut-être. Alan, néanmoins, n'y trouvait rien de drôle. La scène lui donnait une impression d'action désordonnée et inefficace, de mouvements incohérents, commandés par la panique. Il eut soudain la certitude que Henry Peyton avait perdu tout contrôle de ce qui se passait à Castle Rock ce soir, en admettant qu'il n'ait pas été victime jusqu'ici de l'illusion d'avoir contrôlé les choses. Il crut aussi entendre des cris affaiblis en provenance de Castle Hill. Avec la pluie, le tonnerre et les rafales de vent, c'était difficile à affirmer, mais il ne pensait pas être victime de son imagination. Comme une confirmation, une voiture de patrouille jaillit en trombe de l'allée voisine du bâtiment municipal, tout phare allumé, le gyrophare tournoyant sur le toit et illuminant les lances argentées de la pluie. Elle faillit bien venir raboter les flancs d'un camion télé de WMTW. Alan se souvint d'avoir ressenti, un peu plus tôt cette semaine, l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond du tout dans sa petite ville. Il se passait des événements qu'il ne pouvait voir,
et Castlework était sur le point de connaître d'inimaginables désordres. Et voici que ces désordres éclataient au grand jour, manigancés et organisés par l'homme. Brian a dit que M. Gaunt n'était pas vraiment un homme. Que le shérif n'avait jamais réussi à rencontrer. Un cri s'éleva dans la nuit, suraigu, perçant. Il fut suivi d'un bris de verre brisé. Puis, venant d'ailleurs, il y eut un coup de feu, et quelqu'un éclata d'un rire dément, idiot. Le tonnerre dans le ciel donna l'impression d'une pile instable de grumes débarroulant d'un seul coup. « Mais j'ai tout mon temps maintenant, » pensa Alan. « Oui, tout mon temps. Je crois bien que nous allons nous saluer, monsieur Gaunt. Et je crois aussi que le moment est venu de vous montrer ce qui arrive aux gens qui viennent faire les cons dans ma ville. » Sans s'occuper des échos affaiblis de violence qui lui parvenaient par la fenêtre ouverte, ni du bâtiment municipal où Henry coordonnait les forces chargées du maintien de l'ordre, ou essayait, Alan remonta Main Street en direction du bazar des rêves. Un violent éclair blanc-mauve déploya ses branches incandescentes dans le ciel, comme un arbre de Noël survolté. Et tandis que roulait la cantonade du tonnerre qui le suivit immédiatement, toutes les lumières de Castlework s'éteignirent. L'adjoint Norris Ridgwick, sanglé dans l'uniforme qu'il gardait pour les parades et autres grandes occasions, se trouvait debout sur un tabouret, dans l'appentis attenant à la maison qu'il avait partagée avec sa mère, jusqu'à la mort de celle-ci, victime d'une attaque d'apoplexie en 1986. Il l'avait toujours habitée depuis. Une solide corde terminée par un nœud coulant tombait d'une poutre à côté de lui. Il passa la tête dans le nœud et tira sur la corde pour la tendre contre son oreille droite. La foudre frappa à cet instant-là, et les 2 ampoules électriques de l'appentis s'éteignirent. Il apercevait néanmoins toujours la basonne, appuyée contre le mur, juste à côté de la porte donnant sur la cuisine. Dire qu'il l'avait tellement désiré, cette canne à pêche. Il avait cru l'avoir pour presque rien, mais, en fin de compte, le prix en avait été trop élevé. Norris n'avait pas pu payer. Sa maison se trouvait sur la partie haute de Watermill Lane, à l'endroit où la rue tourne vers les hauteurs de Castle Hill. Le vent venait de la bonne direction. Il entendait le vacarme de la bataille rangée qui se poursuivait en bas. Les cris, les hurlements, les coups de feu. « J'en suis responsable, » pensa-t-il. « Pas de tout, mon Dieu, non. Mais d'une partie. J'ai participé. C'est à cause de moi qu'Henry Beaufort souffre. Il est mourant ou peut-être même mort à l'heure actuelle à Oxford. C'est à cause de moi que Hugh Priest est au frigo. De moi. Le type qui voulait tellement être engagé dans la police et aider les gens. Le type qui ne rêvait que de ça depuis l'enfance. Ce pauvre vieux crétin maladroit de Norris Ridgwick, qui croyait avoir tellement envie d'une basonne et s'imaginait s'en procurer une pour 3 fois rien. Je suis désolé pour ce que j'ai fait, dit-il. Ça n'arrange pas les choses, mais toujours est-il que je suis vraiment désolé. Il se préparait à sauter lorsqu'une voix nouvelle s'éleva dans sa tête. Et pourquoi n'essaies-tu pas de les arranger, les choses? Froussard, poule mouillée. Je peux pas. Un éclair sillonna la nuit. Son ombre bondit mollement sur les murs de l'appentis, comme s'il faisait déjà la danse des pieds dans le vide. Alors jette au moins un coup d'œil sur le truc pour lequel tu as fait ce que tu as fait, insista la voix chargée de colère. Tu peux au moins faire ça, non? Regarde, regarde bien. La foudre frappa à nouveau. Norris regarda la basonne et laissa échapper un cri d'incrédulité, un cri désespéré. Il sursauta et manqua de peu de tomber du tabouret et se pendre accidentellement. L'élégante basonne, si fine, si forte, avait disparu. À la place, il n'y avait plus qu'un bambou crasseux et fendu, rien de plus en vérité qu'un bâton avec un zebco retenu par une vis unique et rouillé. Un vrai moulinet d'enfant. « On me l'a volé !» s'écria-t-il. Toute sa jalousie et sa convoitise paranoïde lui revinrent d'un seul coup, et il n'eut plus qu'une envie, foncer dans le tas et retrouver le voleur. « Il les tuerait tous, oui, tous s'il le fallait, pour attraper le responsable. On m'a volé ma basonne !» répéta-t-il d'un ton géniard, oscillant sur le tabouret. « Non !» lui répondit la voix coléreuse. « Elle a toujours été ainsi. Tout ce qu'on t'a volé, ce sont tes œillères, celles que tu t'étais mise sur les yeux de ton propre chef. Non !» On aurait dit que des mains monstrueuses venaient de se refermer sèchement sur les oreilles de Norris, et qu'elles se mettaient à serrer. « Non, 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 non !» Mais il y eut un nouvel éclair,
et le bambou minable se trouvait toujours à la place de la basonne. Il l'avait placé là de manière à ce que la canne fût la dernière chose qu'il verrait avant de basculer sur le tabouret. Personne n'était venu, personne ne l'avait déplacé. La voix devait par conséquent avoir raison. Elle a toujours été comme ça, Insista la voix coléreuse. La seule question qui reste est celle-ci. Vas-tu faire quelque chose, ou bien vas-tu t'enfuir dans les ténèbres ? Il commença à tâtonner autour du nœud coulant, et eut alors l'impression qu'il n'était plus seul dans la pentie. Il lui sembla sentir des odeurs de café, de tabac, et, plus faiblement, d'eau de Cologne. Les effluves qui émanaient de M. Gaunt. Soit il perdit l'équilibre, soit des mains invisibles le poussèrent. L'un de ses pieds se prit dans le tabouret et le renversa lorsqu'il bascula. Le nœud coulant se resserra, étouffant son cri. Un de ses bras s'agita, se tendit et trouva la poutre. Il se souleva en partie, se procurant ainsi un peu de mou. Son autre main s'escrimait sur le nœud coulant. Il sentait le chanvre lui gratter le cou. « Tu as raison de dire non !» lui cria la voix en colère de M. Gaunt. « C'est exactement ça ! Non, espèce d'escroc, de mauvais payeur !» L'autre n'était pas ici, pas vraiment. Norris savait qu'on ne l'avait pas poussé. Il éprouvait néanmoins l'impression, avec une certitude absolue, que le Lord Gaunt était d'une certaine manière bien présent, et que le Lord Gaunt n'était pas content. Parce que ce n'était pas ainsi que les choses auraient dû se passer. En principe, toutes ces poires ne devaient rien voir, ou alors lorsqu'il était trop tard et que ça n'avait plus aucune importance. Il tirait sur le nœud, essayait d'y glisser les doigts, mais on aurait dit qu'on l'avait plongé dans du béton à prise rapide. Le bras qui le retenait à la poutre tremblait furieusement. Ses jambes s'agitaient en ciseaux à moins d'1 mètre au-dessus du sol. Il n'allait pas pouvoir tenir ainsi bien longtemps. Il était déjà stupéfiant d'avoir pu maintenir un peu de mou dans la corde. Il réussit finalement à couler 2 doigts dans le nœud et à l'écarter un peu. D'une secousse, il en dégagea la tête à l'instant précis où une crampe paralysante s'emparait du bras qui le retenait. Il s'effondra au sol, en une masse sanglotante, serrant son bras douloureux contre lui. Un éclair illumina la scène et transforma la bave qui coulait entre ses dents et ses lèvres retroussées en minuscules arcs lumineux. C'est alors qu'il s'évanouit. Pour combien de temps, il n'en eut aucune idée, mais la pluie tombait toujours aussi drue et la foudre continuait à frapper lorsqu'il reprit connaissance. Il se mit debout, titubant, et se dirigea vers la canne à pêche, tenant toujours son bras contre lui. La crampe se faisait moins violente, mais Norris respirait toujours péniblement. Il saisit la canne et l'examina attentivement, plein de colère. Un bambou, un immonde bambou crasseux. Elle ne valait rien, absolument rien. La poitrine étroite de l'adjoint se gonfla d'air, et il poussa un cri de honte et de rage. En même temps, il leva un genou et cassa le bambou dessus. Puis il prit les 2 morceaux et répéta l'opération. Les fragments lui faisaient une sale impression, comme s'ils étaient couverts d'une invisible vermine. Ils avaient quelque chose de vicié. Il les jeta, et ils allèrent rouler contre le tabouret renversé. Un vulgaire tas de bouts de bois bon acheté au feu. « Voilà !» cria-t-il. « Voilà, voilà !» Ses pensées se tournèrent vers Gaunt. Monsieur Gaunt, avec ses cheveux argentés, sa veste en tweed, et son sourire carnassier qui vous houspillait. « Je vais t'avoir, » murmura Norris Ridgwick. « Je ne sais pas ce qui t'arrivera après, mais je vais t'avoir, saloperie !» Il sortit sous la pluie. Unité 2 était garée dans l'allée. Il plia son corps étriqué pour lutter contre le vent et avancer. « Je ne sais pas ce que t'es, mais je viens te chercher, espèce d'immonde menteur, d'enjôleur de merde !» Il monta dans la berline et partit en marche arrière. Des expressions conflictuelles luttaient pour s'emparer de ses traits. L'humiliation, le désespoir, la colère. Il tourna à gauche une fois dans la rue et prit la direction du bazar des rêves, roulant aussi vite qu'il l'osait. Polly Chalmers rêvait. Dans son rêve, elle se rendait à pied au bazar des rêves. Mais à la place de Leland Gaunt, c'était Tante Evie qui l'attendait derrière le comptoir. Evelyn Chalmers portait sa plus belle robe, bleue, et son châle bleu bordé de rouge.
Elle serrait entre ses dents trop régulières pour être vraies une Herbert Tarleton. « Tante Evie » s'écria Polly dans son rêve. Une joie immense et un soulagement encore plus immense. Soulagement comme on n'en éprouve que lors des rêves heureux ou en se réveillant d'un cauchemar, l'emplirent de lumière. « Tu es vivante, tante Evie » Mais la vieille dame ne paraissait pas reconnaître sa nièce. « Achetez tout ce que vous voulez, mademoiselle. Au fait, votre nom est-il Polly ou Patricia ? Je ne m'en souviens pas très bien. »« Voyons, tante Evie, tu connais mon nom. Trisha, tu m'as toujours appelé Trisha. » Tante Evie ne parut pas faire attention. « Peu importe, nous avons des soldes aujourd'hui. Tout doit disparaître. »« Mais qu'est-ce que tu fais, tante Evie ? » ?»« Je suis chez moi, ici. Tous les gens de la ville sont chez eux, ici, mademoiselle Denon. En réalité, le monde entier est ici chez moi. Parce que tout le monde adore faire une bonne affaire. Tout le monde est ravi d'avoir quelque chose pour rien. Même si ça vous coûte tout. » La merveilleuse impression du début disparut soudain, remplacée par de l'effroi. Polly regarda dans les vitrines et vit des bouteilles dont l'étiquette proclamait « Le tonique électrique du Dr Gaunt ». Il y avait aussi des jouets à remontoir de fabrication médiocre qui recrachaient ressorts et pignons dès la seconde utilisation. Des gadgets sexuels grossiers, des petits flacons de ce qui semblait être de la cocaïne, étiquetés « Super poudre grand frisson du Dr Gaunt ». Les farces et attrapes à 4 sous abondaient, fausses crottes de chien en plastique, poudre à gratter, cigarettes explosives, fromages musicaux. Il y avait une paire de ces lunettes à rayons X, supposées permettre de voir à travers les portes fermées et les vêtements des dames, mais qui, en réalité, vous collaient 2 ronds noirs de raton laveur autour des yeux, des fleurs en plastique, des cartes à jouets biseautées et des bouteilles de parfum bon marché. Filtre d'amour du Dr Gaunt. Transforme la lassitude en concupiscence. Ces vitrines constituaient le catalogue du périmé, du kitsch, de l'inutile. Tout ce que vous voulez, mademoiselle Denon. Pourquoi m'appelles-tu comme ça, tante Evie ? Comment ? Tu ne me reconnais pas ? Tous les produits sont garantis en bon état de marche. Ce qui n'est pas garanti de marcher après la vente, c'est vous. Alors, achetez, achetez, achetez. Elle regarda Polly droit dans les yeux, et la terreur la transperça comme un coup de poignard. Elle lut de la compassion dans les yeux de sa tante, mais une compassion terrible, impitoyable. « Quel est votre nom, mon enfant ? J'ai l'impression de l'avoir su. » Dans son rêve et dans son lit, Polly se mit à pleurer. « Quelqu'un d'autre a oublié votre nom ? » ?»« Je me demande. On dirait que oui. »« Tu me fais peur, tante Evie. »« Vous vous faites peur vous-même, mon enfant, » répliqua tante Evie, regardant de nouveau Polly droit dans les yeux. « N'oubliez jamais que lorsque vous achetez quelque chose ici, mademoiselle Denon, vous vendez aussi. »« Mais j'en ai besoin !» protesta-t-elle. Elle se mit à pleurer plus fort. « Mes mains !»« Oui, voilà qui devrait faire l'affaire, mademoiselle Polly San Francisco. » Tante Evie prit l'une des bouteilles marquées « Tonique électrique du Dr Gaunt » et la posa sur le comptoir. Petit, trapu, le flacon contenait un produit qui ressemblait à de la boue. Évidemment, ça ne peut pas faire partir la douleur. Rien ne peut le faire. Mais ça peut provoquer un transfert. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi tu me fais peur comme ça ? L'arthrite change d'emplacement. Au lieu de s'en prendre à vos mains, elle s'en prend à votre cœur. Non ! Si. Non, non, non ! Si. Oh que si. Et aussi à votre âme. Mais vous aurez toujours votre amour-propre. Il vous restera au moins cela. Une femme n'a-t-elle pas droit à son amour-propre quand tout le reste a fichu le camp ? Son cœur, son âme, et même l'homme qu'elle aime. Il vous restera toujours cela, petite mademoiselle Frisco, n'est-ce pas ? Cette piécette sans laquelle votre bourse serait vide. Que ce soit votre sombre et amer réconfort jusqu'à la fin de votre vie. Qu'il vous serve à ça. Il faut qu'il serve à ça. Car si vous continuez sur le même chemin, il n'y aura plus d'occasion. Arrête, je t'en supplie. Arrête.
Arrête, murmura-t-elle dans son sommeil. je t'en supplie, arrête. Je t'en supplie. Elle roula de côté. Lasca fit un petit bruit contre la chaîne. Un éclair fendit les nuages, foudroya le vieil orme de la rivière de Cassel et le précipita dans les eaux grondantes, sous les yeux momentanément aveuglés d'Alan Pangborn, assis au volant de son break. Le roulement de tonnerre qui l'accompagna réveilla Polly. Elle ouvrit les yeux et sa main se referma aussitôt sur Lasca, protectrice. Une main souple dont les articulations jouaient aussi facilement que des roulements à billes bien huilées. Mademoiselle Denon, petite mademoiselle Frisco. Qu'est-ce que... Elle avait la voix encore enrouée, mais se sentait l'esprit parfaitement clair, comme si elle ne sortait pas d'un sommeil profond, mais d'un état de concentration proche de la transe. Quelque chose se profilait indistinctement dans son esprit, quelque chose d'aussi monumental qu'une baleine. Dehors, les éclairs zébraient et raturaient le ciel dans un véritable feu d'artifice. Elle alluma sa lampe de chevet. À côté du téléphone, le téléphone aux touches surdimensionnées dont elle n'avait plus besoin, était posée l'enveloppe qu'elle avait trouvée dans son entrée, avec le reste de son courrier. Elle avait replié et remis la lettre en place. Au milieu du vacarme du tonnerre, elle avait parfois l'impression d'entendre des gens crier. Elle n'y prêta pas davantage attention. Elle pensait au coucou, l'oiseau qui pond ses œufs dans le nid d'un autre oiseau pendant l'absence de celui-ci. Remarque-t-il quelque chose lorsqu'il revient ? Bien sûr que non. Il accepte le nouvel œuf comme le sien. Comme Polly avait accepté cette maudite lettre, simplement parce qu'elle se trouvait sur le sol de son vestibule, entre deux catalogues et une publicité de chaîne câblée. Elle l'avait acceptée, mais n'importe qui pouvait glisser une lettre dans la fente prévue à cet effet, non ? Mademoiselle Denon, murmura-t-elle d'un ton démoralisé. Petite demoiselle Frisco. C'était bien de cela qu'il s'agissait, non ? La chose que son inconscient avait retenue et qu'il lui avait communiquée par l'entremise de tante Evie. Elle avait bien été mademoiselle San Francisco. Autrefois, jadis. Elle tendit la main vers l'enveloppe. « Non !» lui intima une voix qu'elle connaissait très bien. « N'y touchez pas, Polly ! N'y touchez pas si vous savez ce qui est bon pour vous !» La baleine monumentale se rapprochait de la surface. La voix de Gaunt ne pouvait l'arrêter. Rien ne pouvait arrêter sa remontée. « Si, vous pouvez l'arrêter, Polly. Croyez-moi, il le faut !» Sa main hésita et revint se fermer sur Lasca, toujours protectrice. Elle sentait quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui s'était réchauffé à sa chaleur, quelque chose qui s'agitait frénétiquement dans la petite amulette creuse. Elle se sentit prise de révulsion, l'estomac secoué de haut-le-cœur, les entrailles tordues de spasmes. Elle tendit néanmoins de nouveau la main vers la lettre. « Dernier avertissement, Polly !» fit la voix de M. Gaunt. « Oui, » répliqua celle de tante Evie. « je crois qu'il est sérieux, Trisha. Il a toujours eu un faible pour les femmes qui manifestent de l'amour-propre. Mais je vais te dire quelque chose. Je ne crois pas qu'il puisse tirer grand-chose de celles qui prennent une décision et s'y tiennent. Il me semble que le moment est venu pour toi de décider, une bonne fois pour toutes, quel est vraiment ton nom. » Elle s'empara de l'enveloppe, ignorant le picotement de mise en garde de ses mains, et étudia l'adresse impeccablement tapée à la machine. La lettre, la soi-disant lettre, soi-disant photocopiée, avait été adressée à Miss Patricia Chalmers. « Non, » murmura-t-elle, « ce n'est pas le bon nom. » Ses mains se refermèrent lentement sur l'enveloppe et la roulèrent en boule. Une douleur sourde monta dans son poignet, mais Polly l'ignora. C'est avec un regard brillant, fiévreux, qu'elle ajouta « On m'a toujours appelé Polly à San Francisco. J'étais Polly pour tout le monde, même pour l'aide sociale à l'enfance. » Cette attitude avait fait partie de sa tentative pour rompre avec tout ce qui, s'imaginait-elle, lui avait fait tant de mal dans son passé, sans qu'elle eût jamais songé, même dans ses heures les plus noires, qu'elle s'était infligé elle-même la plupart de ses blessures. Il n'y avait eu ni Patricia ni Trisha à San Francisco, seulement Polly. C'était le nom qu'elle avait mis sur les 3 formulaires envoyés à l'aide sociale à l'enfance,
C'était sous ce nom qu'elle les avait signés. Polly Chalmers, sans initiale au milieu. Si Alan avait réellement écrit à l'organisme social de San Francisco, il avait certes pu donner Patricia comme prénom, mais dans ce cas, il aurait dû recevoir une réponse inconnue, non? Bien entendu. Même l'adresse n'était pas cohérente, puisque celle qu'elle avait donnée sous la rubrique « Dernier lieu de résidence » avait été l'adresse de ses parents, à l'autre bout de la ville. Et si Alan avait donné les deux noms, Polly et Patricia? Oui, et alors? Elle connaissait bien assez les mécanismes de la bureaucratie pour savoir que peu importait le nom donné par Alan. Une lettre de l'administration aurait forcément dû lui parvenir avec le nom et l'adresse qu'elle leur avait donnés. Polly avait une amie à Oxford qui recevait du courrier de l'université du Maine sous son nom de jeune fille, alors qu'elle était mariée depuis 20 ans. Or, cette enveloppe était arrivée adressée à Patricia Chalmers, et non à Polly Chalmers. Et qui, à Castle Rock, l'avait appelée Patricia, encore aujourd'hui. La même personne qui avait su que Nettie Cobb s'appelait en fait Neticia Cobb, son excellent ami Leland Gaunt. Toutes ces histoires de noms, Intervint soudain Tante Evie. c'est très intéressant, mais là n'est pas l'important. L'important, c'est l'homme, ton compagnon. C'est bien ton compagnon, non? Même encore maintenant. Tu sais bien qu'il n'aurait jamais été fouiné dans ton dos comme l'en accuse cette lettre. Peu importe ces questions de prénom, peu importe qu'elle ait l'air très convaincante. Tu le sais, non? Oui, dit-elle doucement. Je le connais. L'avait-elle réellement cru ce que contenait cette lettre? Ou bien avait-elle rejeté ses doutes sur cette absurde et incroyable accusation parce qu'elle avait eu peur, une peur panique, qu'Alan ne découvrît l'ignoble vérité sur Lasca et ne l'obligeât à choisir entre lui et l'amulette? Oh non, ce serait trop simple, reprit-elle, toujours à voix haute. Je l'ai cru, d'accord. Seulement une demi-journée, mais je l'ai cru. Oh bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Elle jeta au sol la lettre froissée, avec l'expression révoltée de quelqu'un qui se rend compte qu'il tient un rat crevé à la main. Je ne lui ai pas dit ce qui m'avait mis en colère. Je ne lui ai pas laissé une seule chance de s'expliquer. Je l'ai cru, tout bêtement. Pourquoi? Au nom du ciel, pourquoi? Elle le savait bien. La crainte honteuse et brutale de voir révéler ses mensonges sur la mort de Kelton, de voir soupçonner les malheurs et les misères de ses années passées à San Francisco, de voir évaluer sa culpabilité dans la mort de son bébé. Et tout cela par qui? Par l'homme dont elle désirait le plus au monde l'estime et la bonne opinion. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était même pas l'essentiel. Son orgueil avait avant tout été en cause. Son orgueil blessé, outragé et sournois, qu'elle avait baptisé du beau nom d'amour-propre. L'orgueil, la petite pièce qui, soi-disant, restait dans sa bourse lorsque celle-ci était par ailleurs vide. Elle l'avait cru parce qu'elle avait été victime d'un sentiment de honte qui frisait la panique, une honte venue de son orgueil. « J'ai toujours apprécié les femmes qui ont de l'amour-propre !» Une onde de chaleur terrible explosa dans ses mains. Polly gémit et les appuya contre sa poitrine. « Il n'est pas trop tard, Polly, » dit doucement M. Gaunt. « Pas trop tard, même maintenant. »« Oh, va chier l'amour-propre !» hurla soudain Polly, dans l'obscurité de sa chambre étouffante, arrachant Lasca de son cou. Elle le brandit haut au-dessus d'elle, dans son poing fermé. La fine chaîne d'argent lui fouettait sauvagement le poignet, et elle sentit la surface de l'amulette se craqueler comme un œuf. « Va chier l'amour-propre !» La douleur planta instantanément ses griffes dans ses mains, comme un petit animal affamé. Mais elle savait, même en cet instant, qu'elle n'était pas aussi grande qu'elle l'avait redoutée, qu'elle en était même bien loin. Elle le savait avec autant de certitude qu'elle savait qu'Alan n'avait jamais écrit au service de l'aide sociale à l'enfance de San Francisco, en demandant des informations sur elle. « Va chier l'amour-propre! Va chier l'orgueil! Va chier! Va chier !» hurla-t-elle. Elle lança Lasca dans la chambre. L'amulette heurta le mur, retomba sur le sol et s'entr'ouvrit. Il y eut un éclair, et elle vit deux pattes poilues sortir de la fente. Celle-ci s'agrandit,
et la petite araignée qui en surgit détala vers la salle de bain. La foudre frappa de nouveau, imprimant son ombre allongée et déformée sur le sol comme un tatouage électrique. La jeune femme bondit de son lit et se lança à sa poursuite. Il fallait la tuer, et vite, car sous ses yeux, l'araignée grandissait. Elle s'était nourrie des poisons qu'elle avait sucés du corps de Polly, et maintenant qu'elle n'était plus confinée dans l'amulette, il était impossible de prévoir la taille qu'elle pourrait atteindre. Elle commanda l'interrupteur d'un geste vif, et le tube fluo au-dessus du lavabo éclaira la pièce. Elle vit l'araignée se précipiter vers la baignoire. En passant la porte, elle n'était pas plus grosse qu'un scarabée, mais elle avait maintenant les proportions d'une souris. Lorsque Polly entra à son tour, la bestiole se retourna, horrible bruit de pattes cliquetant sur le carrelage, et Polly eut le temps de se dire « Mon Dieu, ça se trouvait entre mes seins pendant tout ce temps !» Le corps hirsute était couvert de crins bruns noirs. Des poils minuscules se hérissaient sur ses pattes. Des yeux sinistres la regardaient, semblables à de faux rubis. Elle vit 2 crochets incurvés sortir de sa gueule comme des dents de vampire. Il en dégouttait un liquide clair qui laissait en tombant de petits cratères fumants sur les carreaux. Polly poussa un hurlement et saisit le débouche-cabinet placé à côté des toilettes. Ses mains hurlèrent à leur tour, mais elle les referma néanmoins sur le manche de bois. Puis frappa l'araignée, qui battit en retraite, une patte cassée pendant de travers, inutile. Polly la poursuivit jusqu'à la baignoire. Blessée ou pas, la monstruosité continuait à croître et faisait maintenant la taille d'un rat. Son abdomen, qui traînait pourtant sur le carrelage, ne l'empêcha pas de monter avec une agilité déconcertante au rideau de la douche. Ses pattes produisaient un bruit de gouttes de pluie contre le plastique, et les anneaux tintaient sur la tringle d'acier. Polly imprima au débouche-cabinet un mouvement de batte de baseball, et la lourde coupelle de caoutchouc, sifflant dans l'air, frappa une nouvelle fois l'horrible chose. Malheureusement, l'arme improvisée n'eut pas l'effet escompté. Le rideau ondula, poussé vers le milieu de la baignoire, dans laquelle l'araignée se laissa tomber, avec un bruit mou et charnu. C'est à cet instant-là qu'il y eut la coupure d'électricité. Polly se retrouva plongée dans l'obscurité, le débouche-cabinet à la main, et tendit l'oreille. Puis il y eut un éclair, et elle vit un dos gibbeux et hirsute dépasser du rebord de la baignoire. La monstruosité qui, en sortant de l'asca, était grande comme un dé à coudre, faisait maintenant la taille d'un chat. La monstruosité qui s'était nourrie du sang de ses veines, tout en la soustrayant à la douleur. Que pouvait-il bien y avoir dans l'enveloppe que j'ai laissée à la femme Camber ? Débarrassée de l'amulette, la douleur bien réveillée et grinçant dans ses mains, elle ne pouvait plus se dire qu'elle n'avait rien à voir avec Alan. Les crochets de l'araignée cliquetaient contre le rebord en porcelaine de la baignoire. On aurait dit que quelqu'un tapotait délibérément contre une surface dure pour attirer l'attention. Ses yeux mornes de poupée la regardaient au ras du bord. « C'est trop tard !» semblaient lui dire ses yeux. « Trop tard pour Alan, trop tard pour toi, trop tard pour tout le monde !» Polly s'élança. « Qu'est-ce que tu m'as fait faire ?» hurla-t-elle. « Qu'est-ce que tu m'as fait faire, espèce de monstre ? Qu'est-ce que tu m'as fait faire ?» Et l'araignée se redressa sur ses pattes postérieures, tripotant le rideau de douche avec les antérieures, obscène, pour trouver l'équilibre et soutenir l'attaque. Ace Merrill commença à éprouver un peu plus de respect pour le vieux schnock lorsque Keaton sortit une clé qui ouvrait le hangar. Le hangar sur lequel figurait le symbole en pointe de diamant et l'avertissement « Danger explosif ». Il en ressentit encore davantage quand, ressentant la fraîcheur et entendant le ronronnement de l'air conditionné, il vit les caisses empilées. De la dynamite commerciale. Beaucoup de dynamite commerciale. Ça ne valait évidemment pas un arsenal plein de missiles Stinger, mais il y avait certainement de quoi ouvrir le bal. Et un sacré bal même. Ils avaient trouvé une lampe torche de forte puissance dans le compartiment aux accessoires de la fourgonnette entre les sièges, sans compter d'autres outils utiles. Et tandis qu'Alan se rapprochait de Castle Rock,
que Norris Rajdwick préparait un nœud coulant dans sa cuisine et que le rêve de Polly Chalmers touchait à sa fin, Ace faisait sauter le faisceau lumineux d'une caisse à l'autre. Au-dessus d'eux, la pluie tambourinait sur le toit du hangar. Elle tombait tellement drue qu'il avait l'impression d'être à nouveau sous les douches de la prison. « Bon, allons-y !» dit Buster, d'une voix basse et enrouée. « Hé, 1 minute, papa, c'est la pause !» Il tendit la lampe à Buster et prit la pochette en plastique que lui avait donnée Gaunt. Il déposa un petit tas de coke dans le creux formé par les tendons de son pouce et le renifla rapidement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Buster méfiant. « La poudre sud-américaine qui décoiffe, et elle est tellement extra que c'est rien de le dire. »« Ouais, » concéda Keaton méprisant. « De la cocaïne. Ils vendent de la cocaïne. » Ace n'avait pas besoin de lui demander qui étaient ces « eux » et ces « ils ». Le vieux schnock n'avait fait que lui parler de ça jusqu'ici. Et sans doute n'allait-il lui parler que de ça pendant tout le reste de la nuit. « Faux, papa. Ils ne la vendent pas. Ils veulent se la garder pour eux. » Il en versa encore quelques pincées et lui tendit sa main. « Et c'est là. Et dis-moi si je me trompe. » Keaton le regarda, en proie au doute, à la curiosité et à la suspicion. « Pourquoi tu m'appelles tout le temps papa ? Je ne suis pas assez vieux pour être ton père tout de même. Je suppose que tu ne lis jamais les bandes dessinées de Crumb, hein ?» La coke lui faisait déjà son effet et le chargeait d'électricité jusqu'au bout des nerfs. « Il en a fait une dont le héros s'appelle Zippy. Et je trouve que tu ressembles exactement au paternel de Zippy. »« C'est bon au moins ?» demanda Buster, toujours soupçonneux. « Fantastique. Mais je t'appellerai Monsieur Keaton si tu veux. » Il marqua un temps d'arrêt et ajouta délibérément. « Tout comme ils font. »« Non !» protesta aussitôt Buster. « Ça va, tant que c'est pas une insulte. »« Absolument pas. Vas-y, essaie. Une pincée de cette merde-là, et tu vas chanter « Hi-ho, hi-ho, on rentre du boulot jusqu'à l'aube. » Buster lui jeta un dernier regard soupçonneux et se décida. Il renifla, toussa, éternua, puis se claqua une main sur le nez, les yeux emplis de larmes. Il jeta un regard noir à Ace. « Hé, ça brûle !»« Seulement la première fois !» l'assura Ace, content de lui. « De toute façon, je ne sens rien. Arrêtons de faire les idiots et mettons la dynamite dans la fourgonnette. »« D'accord, papa. » Il leur fallut moins de 10 minutes pour charger les caisses d'explosifs. La dernière en place, Buster dit « C'est bien possible que ton truc fasse de l'effet en fin de compte. Je peux encore en avoir un peu. »« Et comment, papa ? Je t'accompagne. » Ils se poudrèrent le nez et repartirent pour la ville. Buster, au volant, ressemblait de moins en moins au papa de Zippy, et de plus en plus au monsieur Crapaud de Walt Disney dans Le Vent dans les Saules. Les yeux du maire brillaient d'un éclat nouveau, frénétique. Stupéfiant la vitesse à laquelle s'était évanouie sa confusion d'esprit. Il avait l'impression de comprendre tout ce qu'ils avaient cherché à faire, tous leurs plans, tous leurs complots, toutes leurs machinations. Il raconta tout à Ace, qui, assis en tailleur à l'arrière de la fourgonnette, branchait des détonateurs sur les minuteurs. Pour le moment, Buster avait complètement oublié Alan Pangborn, leur chef de file. L'idée de faire sauter Castle Rock, d'en faire sauter le plus possible au moins, le mettait en transe. Le respect d'Ace se transforma en une véritable admiration. Le vieux schnock était cinglé, mais Ace aimait les cinglés. Il les avait toujours aimés. Il se sentait à l'aise avec eux. Et comme la plupart des gens la première fois qu'ils se shootent à la cocaïne, l'esprit de Buster faisait la tournée des planètes extérieures. Il n'arrivait pas à la fermer. Ace n'avait qu'à faire de temps en temps « Ouais, ou très juste, papa. ou Foutrement vrai. » Il faillit appeler plusieurs fois Buster Monsieur Crapaud au lieu de papa. Traiter ce type de crapaud, cependant, risquait de ne pas être très apprécié. Ils traversèrent le Tin Bridge alors qu'Alan en était encore à 5 kilomètres et sortirent sous une pluie battante. Ace avait enroulé une couverture au-dessus d'un paquet de dynamite et de l'un des minuteurs branchés. « Tu veux de l'aide ?» demanda nerveusement Buster. « Vaut mieux me laisser faire, papa. Tu serais capable de te foutre à l'eau, et il faudrait que je perde mon temps à te repêcher. T'ouvres l'œil, c'est tout, d'accord ?»« D'accord, Ace. Pourquoi on snifferait pas un peu de coke avant ? Dis. »« Pas tout de suite. » répondit Ace avec indulgence, en tapotant le bras charnu du maire. « Cette merde est presque pure.
Tu veux pas exploser tout de même? Non, pas moi. Tout le reste, mais pas moi. Il se mit à rire comme un forcené, imité par Ace. On se marre bien ce soir, pas vrai, papa? Stupéfait, Buster se rendit compte que c'était vrai. La dépression qui avait suivi l'accident de Myrtle, cette dépression lui paraissait à des années-lumière. Il avait l'impression qu'avec son excellent ami Ace Merrill, ils avaient finalement réussi à les coincer là où ils l'avaient voulu, dans la paume de leurs mains. « Tu parles !» dit-il en regardant Ace descendre le long de la pente herbeuse et glissante, à côté du pont, tenant son chargement contre son ventre. On était relativement au sec sous le pont. De toute façon, la dynamite comme les détonateurs étaient à l'épreuve de l'eau. Ace posa le paquet dans le coude formé par 2 entretoises, puis relia les détonateurs à la dynamite, en enfonçant dans l'un des pins les fils déjà commodément dénudés. Enfin, il tourna le gros bouton blanc du cadran jusqu'au chiffre 40. Le minuteur se mit aussitôt à égrener les secondes. Il se glissa de dessous le pont et escalada la pente herbeuse. « Alors ?» demanda anxieusement Buster. « Tu crois que ça va sauter? Et comment ?» répondit Ace, en remontant dans la fourgonnette. Il était trempé jusqu'aux os, mais il s'en fichait. « Et s'il la trouve? S'il la débranche avant? Écoute, papa, écoute une minute. Passe la tête par la portière et écoute. » Buster s'exécuta. Entre les roulements du tonnerre, il crut deviner des hurlements et des cris. Puis nettement, la détonation sèche et dure d'un pistolet. « Monsieur Gaunt les tient occupés, » expliqua Ace. « Il est très fort, l'enfant de salaud. » Il fit un petit tas de poudre dans le creux de son pouce, en renifla une partie, puis tendit la main sous le nez de Buster. « À toi, papa, c'est ma tournée. » Buster plongea la tête et sniffa à son tour. Ils s'éloignèrent du pont, environ 7 minutes avant l'arrivée d'Alan Pangborn. En dessous, le minuteur indiquait le nombre 30. Ace Merrill et Danforth Keaton, alias Buster, alias Papa, alias Monsieur Crapaud, remontèrent lentement Main Street sous la pluie diluvienne, tel le Père Noël et son acolyte, laissant ici et là leurs petits paquets. Des voitures de patrouille les doublèrent en trombe par 2 fois, mais aucune ne s'intéressa à ce qui paraissait être un simple véhicule d'équipe de télé. Comme l'avait déclaré Ace, M. Gaunt les tenait occupés. Ils déposèrent 5 bâtons de dynamite et un détonateur à l'entrée du salon funéraire Samuels. La boutique du coiffeur se trouvait à côté. Une couverture enroulée autour du bras, Ace donna un coup de coude dans la vitre du haut de la porte. Il doutait fort que Bill Fullerton eût fait poser un système d'alarme, et encore plus que la police réagît au cas où il se déclencherait. Buster lui tendit une bombe nouvellement préparée. Ils utilisaient le fil de fer trouvé dans le coffre banquette pour attacher solidement minuteur et détonateur à l'explosif. Et Ace la projeta par la fenêtre brisée. Il la vit rouler jusqu'au pied du premier fauteuil, le minuteur réglé sur 25. « Ils vont avoir les cheveux bougrement longs avant de pouvoir venir se les faire couper ici, papa. » lança sardoniquement Ace. Buster partit d'un rire incontrôlable. Ils se séparèrent et Ace alla jeter un de ses colis dans le Galaxia, tandis que Buster en glissait un autre dans la fente de la boîte des dépôts à la banque. Au moment où il retournait à la fourgonnette, sous les trompes d'eau, un éclair déchira les nuages. Le vieil orme s'effondra dans la rivière avec un craquement énorme. Ils s'immobilisèrent sur le trottoir, tournés dans la direction de la rivière, et pensant que la dynamite placée sous le pont avait fait explosion avec une 20aine de minutes d'avance, mais aucune boule de feu ne s'éleva. « C'est sans doute la foudre, » dit Ace. « Elle a dû toucher un arbre, viens !» Au moment où Ace, qui était au volant, se dégageait du trottoir, le break d'Alan les doubla. L'intensité de l'averse était telle qu'aucun des 2 conducteurs ne remarqua l'autre. Ils roulèrent jusqu'au Nance Luncheonette. Ace fit sauter la vitre de la porte avec la même technique que chez le coiffeur, et ils laissèrent une charge amorcée, réglée cette fois sur 20, juste à côté de la caisse. Au moment où ils quittaient le restaurant, un éclair absolument fulgurant frappa, et tous les lampadaires de la rue s'éteignirent.
L'électricité! s'exclama Buster tout joyeux. L'électricité est coupée! Fantastique! On se fait le bâtiment municipal! On le fait sauter jusqu'au ciel! Hé papa! Il est plein de flics! Tu les as pas vus? Ils courent après leur propre queue! Répondit Buster avec impatience. Et quand le feu d'artifice va commencer, ils vont courir 2 fois plus vite. En plus, il fait noir maintenant, et on peut passer par l'entrée du tribunal. Le pass ouvre aussi cette porte. T'as les couilles d'un tigre, papa, tu sais. Buster sourit, lèvres serrées. Toi aussi, Ace. Toi aussi. Alan se glissa dans l'un des emplacements en épi devant le bazar des rêves, coupa le moteur et resta assis derrière son volant, étudiant la boutique de Monsieur Gaunt. Le panneau dans la vitrine disait « Vous dites bonjour, je dis au revoir, au revoir, au revoir. Je ne sais pas pourquoi vous dites bonjour, et moi au revoir. » Un éclair crépita comme un néon géant qui bafouillerait, transformant la vitrine en une sorte d'œil géant et mort. Cependant, quelque chose tout au fond de lui laissait à penser que le bazar des rêves, bien que fermé et silencieux, n'était peut-être pas vide. Certes, M. Gaunt aurait pu facilement quitter la ville dans la confusion qui régnait, au milieu de la tempête qui faisait rage et des flics qui couraient partout comme des canards à qui l'on a coupé la tête. Aucune difficulté. Mais le personnage, dont il avait esquissé le portrait en esprit pendant le long voyage de retour de l'hôpital de Brighton, se rapprochait plutôt de celui du Joker, la némésis de Batman. Alan avait le sentiment d'avoir affaire à un genre d'individu pour lequel le comble de la drôlerie serait d'installer une valve d'inversion à poussée turbo dans les chiottes d'un ami. Et un type de cet acabit, comme ceux qui posent une punaise pointant l'air sur une chaise, ou qui glissent une allumette enflammée dans un œillet de chaussure pour s'amuser, quitte-t-il la scène avant que vous vous soyez assis, ou ayez remarqué que l'ourlet de votre pantalon prend feu? Bien sûr que non. Sinon, où serait le plaisir? « Je crois que tu traînes encore dans le coin, » pensa Alan, « que tu tiens à assister au spectacle. Pas vrai, espèce de fils de pute. » Il restait parfaitement immobile, contemplant la boutique à l'auvent vert, et s'efforçait de sonder l'esprit d'un homme capable de concevoir et de mettre en branle un enchaînement aussi complexe et aussi mal intentionné d'événements. Il était bien trop concentré sur ses réflexions pour remarquer que la voiture garée à sa gauche était assez ancienne, même si sa carrosserie présentait des formes coulées presque aérodynamiques. C'était la Tucker de Leland Gaunt. Comment a-t-il procédé? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais savoir, mais pour ce soir, une seule suffira. Comment cela a-t-il été possible? Comment a-t-il pu en apprendre autant sur nous en si peu de temps? Brian m'a dit que M. Gaunt n'était pas vraiment un homme. À la lumière du jour, Alan aurait traité cette idée par le mépris, comme il avait traité par le mépris l'idée que l'amulette de Polly ait pu posséder un pouvoir surnaturel de guérison. Mais ce soir, calfeutré dans sa voiture au milieu d'une tempête démente, face à cette vitrine réduite à un œil vide et mort, l'hypothèse sinistre s'imposait avec une force indéniable. Il se souvint du jour où il était venu jusqu'ici avec l'intention précise de rencontrer M. Gaunt et de lui parler, et de l'étrange sensation qui s'était emparée de lui, tandis que, les mains en coupe autour des yeux pour atténuer les reflets de verre, il essayait de voir quelque chose à l'intérieur du magasin. Sensation d'être surveillé alors que la boutique était manifestement vide. Et non seulement ça, celui qui le surveillait débordait de méchanceté et de haine. Impression tellement nette qu'il avait pendant un instant pris son reflet pour le visage désagréable et à demi transparent de quelqu'un d'autre. Avec quelle force s'était-elle imposée? Alan se rappela quelque chose d'autre, quelque chose que sa grand-mère lui disait souvent quand il était petit. « La voix du démon est douce à l'oreille. » Brian m'a dit... Comment M. Gaunt avait-il acquis son savoir? Et au nom du ciel, pourquoi choisir comme théâtre un endroit aussi écarté que Castle Rock? Que M. Gaunt n'était pas vraiment un homme. Soudain, Alan se pencha et avança une main tâtonnante sur le plancher de la voiture, du côté du passager. Il crut un instant que ce qu'il cherchait avait disparu, que l'objet était tombé de la voiture à un moment ou à un autre. Puis ses doigts effleurèrent une courbe métallique. L'objet avait simplement roulé sous le siège. Il le prit
se redressa, et la voix de la dépression, qui s'était tue depuis qu'il avait quitté la chambre de Shunrusk, ou que les déferlements ininterrompus de ses réflexions avaient noyé, s'éleva, forte et désagréablement joyeuse. « Salut, Alan! Désolé, je t'ai laissé tomber un moment, mais je suis de retour, ok? Qu'est-ce que tu tiens là? Une boîte de cacahuètes? Mais non! On dirait, mais c'était pas ça, hein? C'est le dernier attrape-nigo acheté par Todd au magasin de Farce et Attrape, non? Une fausse boîte de cacahuètes Tasty Munch avec un grand serpent dedans. Du papier crépon autour d'un ressort. Et quand il t'a rapporté ce truc, l'œil allumé, un sourire crétin sur le visage, tu lui as dit de ranger cette ânerie, c'est bien ça? Mais lorsque tu as vu sa tête s'allonger, tu as fait semblant de ne rien remarquer. Tu lui as dit... Voyons un peu... Qu'est-ce que tu lui as dit au juste? Le fou et son argent ne restent pas longtemps en ménage, murmura tristement Alan. Il tournait et retournait le gadget entre ses mains, l'examinant sous toutes les coutures, se souvenant du visage de son fils. Voilà ce que je lui ai dit. Oui, bravo! Comment ai-je pu oublier une réflexion aussi pertinente? C'est toi qui veux parler de gens mal intentionnés? Bon Dieu, mes aïeux. Et heureusement que tu me l'as rappelé. Heureusement que tu nous l'as rappelé. Et voilà, Annie a sauvé la situation. Elle a dit qu'il pouvait bien se payer ça. Elle a dit... Voyons un peu... Qu'est-ce qu'elle a dit au juste? On n'est jeune qu'une fois. Et c'est amusant, non? Alan avait parlé d'une voix enrouée et tremblante. Il s'était mis à pleurer. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Nom de Dieu, nom de Dieu! La vieille souffrance était de retour et s'enroulait autour de son cœur douloureux comme un torchon sale. « Ça fait mal, hein ?» demanda la voix de la dépression, voix chargée de culpabilité et de haine de soi. Avec une intonation de sympathie qu'Alan, l'autre partie de lui-même, soupçonna d'être entièrement feinte. « Ça fait vraiment trop mal, comme si tu vivais dans une chanson mélancolique où il serait question d'amour ayant mal tourné, ou d'enfants morts. Quelque chose qui fait aussi mal ne peut pas te faire de bien. Fous-moi ça dans la boîte à gants, mon vieux. Oublie-le. La semaine prochaine, quand cette histoire de fou sera terminée, tu vendras le break avec la fausse boîte de cacahuètes en prime. Pourquoi pas? C'est le genre de petite mystification qui séduirait non seulement les enfants, mais des adultes comme Gaunt. Oublie-le. Alan coupa la voix en plein élan. Il avait jusqu'ici ignoré qu'il en était capable, et c'était une bonne chose que de le savoir. Une chose qui pourrait se révéler utile à l'avenir. S'il avait un avenir, évidemment. Il regarda la boîte de plus près, la tournant et la retournant, l'étudiant réellement pour la première fois, la voyant non pas comme un souvenir stupide de son fils disparu, mais comme un objet chargé de créer l'illusion, comme son bâton magique creux, son chapeau haute forme à double fond, ou le tour de la fleur magique, toujours niché sous le bracelet de sa montre. La magie, n'était-ce pas l'élément central? Une magie chargée de mauvaises intentions, d'accord. Une magie calculée non pour faire rire les gens ou les laisser bouche bée, mais pour les transformer en taureaux furieux. Néanmoins, de la magie. Et quel est le fondement de toute magie? Faire prendre des vessies pour des lanternes. Un serpent d'1,50 m replié dans une boîte de cacahuètes. Ou bien, pensa-t-il, en évoquant le cas de Polly, une maladie qui prend l'aspect d'une guérison. Il ouvrit la portière et descendit, la fausse boîte à la main gauche. Maintenant qu'il avait pris un peu de recul par rapport aux dangereux attraits du sentimentalisme, il se souvenait de son opposition à cet achat avec quelque chose comme de la stupéfaction. Il avait lui-même toujours été fasciné par la magie, et enfant, la fausse boîte l'aurait enthousiasmé. Pour quelle raison avait-il parlé d'un ton si désagréable à son fils lorsque celui-ci avait voulu l'acheter? Pourquoi avait-il fait semblant de ne pas voir qu'il l'avait blessé? Aurait-il été jaloux de la jeunesse et de l'enthousiasme de Todd? Incapable de se souvenir de l'émerveillement que peut procurer la chose la plus simple pour un gosse? Quoi? Il l'ignorait. Il savait seulement que c'était le genre de tour qu'un monsieur Gaunt comprendrait, et il voulait l'avoir avec lui. Alan se pencha dans sa voiture et prit sa lampe torche dans le désordre de la petite boîte à outils sur le siège arrière. Puis il passa devant le capot de la Tucker de monsieur Gaunt, toujours sans la remarquer, et s'enfonça sous l'auvent vert foncé du bazar des rêves. Eh bien, m'y voici, enfin. Il avait le cœur qui battait fort, mais régulièrement,
Dans son esprit, les visages de son fils, de sa femme et de Sean Rusk semblaient s'être combinés. Il jeta un nouveau coup d'œil au panneau dans la vitrine et essaya d'ouvrir. La porte était verrouillée. Au-dessus de lui, la toile de l'auvent ondulait et claquait dans les rafales et les ululements du vent. Il avait glissé la boîte de Testimunch dans sa chemise. Il la tourna de la main et eut l'impression d'en retirer un réconfort indescriptible, mais parfaitement réel. « D'accord, dit-il. Me voici, prêt ou non. » Du culot de la lampe torche, il brisa la vitre de la porte. Il se raidit, dans l'attente du déclenchement d'une alarme, mais rien ne vint. Soit Gaunt ne l'avait pas branché, soit il n'en avait pas. Il passa la main entre les fragments de verre brisés, et le bouton de la porte à l'intérieur céda sans difficulté. Pour la première fois, Alan Pangborn pénétra dans le bazar des rêves. Il fut tout d'abord frappé par l'odeur de renfermé et de poussière. Non pas l'odeur d'une boutique qui vient d'ouvrir, mais au contraire celle d'un endroit resté inoccupé pendant des mois, voire des années. Le pistolet à la main droite, il dirigea le faisceau de la lampe avec la gauche. Il éclaira un plancher nu, des murs nus, et un certain nombre de présentoirs à dessus de verre. Ces derniers étaient vides. Il n'y avait plus la moindre marchandise. Une épaisse couche de poussière recouvrait tout, intacte, sans la plus petite marque de passage. Cela fait une éternité que quelqu'un a mis les pieds ici pour la dernière fois. Mais comment était-ce possible, alors qu'il avait vu des gens y entrer et en sortir pendant toute la semaine? Parce que ce n'est pas vraiment un homme. Parce que la voix du démon est douce à l'oreille. Il fit 2 pas de plus, éclairant chaque zone du magasin avec la lampe, respirant l'atmosphère sèche de musée et de poussière qui emplissait l'air. Il regarda derrière lui et vit, à la lueur d'un éclair, l'empreinte de ses pas dans la poussière. Puis, d'un mouvement circulaire, il fit passer le faisceau sur le présentoir, qui avait également servi de comptoir à Gaunt, et arrêta son mouvement. Dessus était posé un magnétoscope et un téléviseur portable Sony. Un modèle aux formes arrondies et non carrées, carrossé en rouge et aussi flamboyant qu'une voiture de pompier. Un cordon s'enroulait autour du téléviseur. Un objet de la taille d'un livre était posé sur le magnétoscope, mais Alan pensa qu'il s'agissait d'autre chose. Il s'avança, braquant la lampe sur la télé. Elle était tout autant couverte de poussière que le sol et les présentoirs de verre. Le cordon était un câble coaxial avec une prise à chaque extrémité. Alan déplaça le faisceau et vit que l'objet de la taille d'un livre était en fait une cassette vidéo, dans un emballage de plastique noir sans marque. Une enveloppe, de format commercial également poussiéreuse, attendait à côté. Dessus était écrit « À l'attention du shérif Pangborn ». Il posa pistolet et lampe sur le comptoir de verre, prit l'enveloppe, l'ouvrit et en retira une unique feuille de papier. Puis il reprit la lampe pour éclairer le message dans son rond puissant de lumière. « Cher shérif Pangborn, vous venez de découvrir que je suis un homme d'affaires assez particulier, de ceux rarissimes qui s'efforcent d'avoir en magasin quelque chose pour chacun. Je regrette que nous n'ayons jamais eu l'occasion de nous rencontrer face à face, mais une telle entrevue aurait été fort inopportune, de mon point de vue en tout cas. À tout hasard, je vous ai laissé un petit quelque chose que je crois susceptible de beaucoup vous intéresser. Il ne s'agit pas d'un cadeau. Je ne suis nullement du genre Père Noël, comme vous en conviendrez certainement. Mais tout le monde à Castle Rock m'a assuré que vous étiez un homme honorable, et je pense que vous paierez le prix que j'en exige. Ce prix comporte un petit service. Un service qui, dans votre cas, relèvera davantage de la bonne action que du canular. Quelque chose me dit que vous serez d'accord avec moi, cher monsieur. Je sais que vous vous êtes longuement et intensément interrogé sur les derniers moments qu'ont vécu votre femme et votre plus jeune fils. Je crois que vous aurez très bientôt la réponse à ces questions. Croyez bien que je ne vous souhaite que ce qu'il y a de mieux et que je demeure votre très fidèle et très obéissant serviteur, le Lord Gaunt. Alan reposa lentement la feuille. « Salopard !» grinça-t-il entre ses dents.
Dans le faisceau de la lampe, il vit que le cordon du magnétoscope traînait au sol, son extrémité gisant à plus d'1 mètre de la prise électrique la plus proche. Ce qui n'était pas un problème, dans la mesure où il y avait une panne générale de courant. « Comment ? Et vous ne devinez pas ?» pensa Alan. « Je crois que ça n'a aucune importance. Aucune. Je crois que lorsque j'aurai branché les 2 appareils et mis la cassette en place, tout marchera à la perfection. Parce qu'il n'avait aucun moyen, aucun, de provoquer les choses qu'il a provoquées, ou de connaître les choses qu'il connaît. Pas s'il est humain. La voix du démon est douce à l'oreille, Alan. Et quoi que tu fasses, tu ne dois pas regarder ce qu'il t'a laissé. » Malgré tout, il posa de nouveau la lampe et prit le câble coaxial pour l'examiner. Puis il le brancha dans le logement adéquat à l'arrière de la télé. La boîte de Testimunch essaya de tomber de sa chemise quand il se pencha. Il la prit, les doigts gourds, et la posa sur la vitre, à côté du magnétoscope. Norris Ridgwick était à mi-chemin du bazar des rêves, lorsqu'il songea tout d'un coup qu'il fallait être cinglé, encore plus qu'il ne l'avait déjà été, ce qui n'était pas peu dire, pour vouloir coincer le Landgaunt tout seul. Il prit le micro. « Unité 2 à Centrale, ici Norris, à vous !» Il relâcha le bouton. Il n'y eut qu'un bruyant crépitement d'électricité statique. Le cœur de la tempête se trouvait juste au-dessus de Castle Rock. « Et merde !» dit-il en prenant la direction du bâtiment municipal. Alan y serait peut-être, sinon il y aurait bien quelqu'un pour le renseigner. Alan saurait quoi faire, et même dans le cas contraire, le shérif aurait droit à sa confession. Il avait entaillé les pneus de la voiture de Hugh Priest et envoyé l'homme à la mort, simplement parce que lui, Norris Ridgwick, avait voulu posséder une canne à pêche Basen comme celle de son cher vieux papa. Il arriva au bâtiment municipal, alors que le minuteur sous le pont affichait le chiffre 5, et se gara à côté d'une fourgonnette d'un jaune éclatant. Un véhicule des types de la télé, apparemment. Norris sortit sous la pluie battante et courut dans le poste de police pour essayer de trouver son chef. Polly balança le débouche-cabinet sur l'araignée qui, cette fois, dressée sur ses pattes postérieures, obscènes, ne recula pas. Ses pattes antérieures, hirsutes, se refermèrent sur le manche de bois. Et les mains de Polly protestèrent sous la douleur lorsqu'elle souleva la masse tremblotante collée à la ventouse de caoutchouc. Sa prise perdit sa fermeté. L'ustensile s'abaissa, et l'araignée se mit soudain à se hisser le long du manche. On aurait dit un obèse accroché à une corde raide. Elle ouvrit la bouche pour hurler, lorsque les pattes s'abattirent sur ses épaules, comme celles d'un galant entraînant sa cavalière dans une polka. Les yeux sinistres, couleur rubis, plongèrent dans les siens. La gueule, accrochée, s'ouvrit, et elle sentit la laine de la chose, une puanteur d'épices amères et de viande en putréfaction. Une des pattes vint se glisser dans la bouche ouverte de Polly. D'ignobles crins rudes caressèrent ses dents et sa langue. L'araignée poussa un miaulement d'impatience. Polly résista à la tentation de recracher l'immonde membre. Elle lâcha le manche de la ventouse et s'empara de la patte de la bête. En même temps, elle mordit de toute la force de ses mâchoires. Une sorte de croûte craqua sous ses dents, comme si elle venait de croquer une pleine poignée de cachets d'aspirine. Et un goût amer et froid, un goût de thé qui aurait macéré pendant des jours, lui emplit la bouche. L'araignée émit un cri de douleur et essaya de battre en retraite. Les poils raides glissaient mal, irritant les mains de Polly, qui serra néanmoins plus fort que jamais, et qui tordit la patte comme si elle dépeçait une cuisse de dinde. Il y eut un bruit d'arrachement, un crissement cartilagineux. L'araignée émit un nouveau cri de douleur, un couinement larmoyant. Le monstre essayait de nouveau de s'écarter, recrachant le liquide sombre et amer qui lui remplissait la bouche, et sachant qu'il lui faudrait longtemps, très longtemps pour en oublier le goût, Polly tira dessus de toute son énergie. Tout au fond d'elle-même, très loin, elle était stupéfaite de cette manifestation de force brute, mais en même temps, elle la comprenait parfaitement. Elle était épouvantée, elle était révoltée, mais plus que tout, elle était folle de rage.
On s'est servi de moi. J'ai vendu la vie d'Alan contre ça, contre ce monstre. L'araignée essaya de l'attaquer de ses crochets, mais ses pattes arrière perdirent leur appui incertain sur le manche de la ventouse, et elle serait tombée si Polly l'avait laissé faire. Au lieu de cela, elle étreignit le corps tiède et boursouflé entre ses bras et serra, le brandissant bien haut, si bien qu'il se mit à se tortiller au-dessus d'elle. Les pattes, agitées de mouvements spasmodiques, lui piétinaient le visage. Des sérosités gluantes et un sang noir commencèrent à couler sur ses bras en filets brûlants. « Plus jamais !» hurla Polly. « Plus jamais ! Plus jamais ! Plus jamais !» Elle lança la chose qui alla heurter le mur carrelé au-dessus de la baignoire et s'écrasa dessus, le couvrant d'un magma d'ichor. La masse immonde resta accrochée ainsi un instant, collée au mur par ses organes visqueux, avant de retomber dans la baignoire avec un claquement mou. Polly s'empara de la ventouse et se jeta sur la chose pour la frapper, comme on tenterait de tuer une souris à coups de balai, mais elle n'y parvenait pas. L'araignée était secouée de frissons et essayait de lui échapper, ses pattes griffant le caoutchouc antidérapant avec son motif de pâquerette jaune. Du coup, Polly saisit le débouche-cabinet à l'envers et l'abattit manche en avant de toutes ses forces. La lance improvisée empala l'immonde chose en plein milieu. Il y eut un bruit ignoble d'éclatement. Les entrailles de l'araignée se rompirent et se répandirent sur le tapis de caoutchouc en un flot puant. Et elle se mit à s'agiter frénétiquement, en roulant inutilement ses pattes autour du pieu que Polly lui avait enfoncé dans le cœur. Puis, au bout de quelques secondes, elle s'immobilisa. Polly recula, ferma les yeux et sentit l'univers vaciller. Elle était déjà pratiquement évanouie lorsque le nom d'Alan explosa dans sa tête comme une chandelle romaine. Elle replia ses mains en poing et les cogna l'une à l'autre, articulation contre articulation. Deuxième explosion brutale et extrême, de douleur cette fois. L'univers reprit sa place en un éclair froid. Elle ouvrit les yeux, avança jusqu'à la baignoire et regarda dedans. Elle crut tout d'abord qu'il n'y avait plus rien. Puis, à côté de la ventouse de l'ustensile, elle aperçut l'araignée. Elle n'était pas plus grosse qu'un de ses ongles, et elle était tout à fait morte. « Le reste n'est jamais arrivé. C'était ton imagination. »« Tu parles, Charles !» dit Polly d'une voix étranglée et tremblotante. Mais l'araignée n'avait pas d'importance. C'était Alan qui en avait. Alan qui, à cause d'elle, courait un danger terrible. Elle devait absolument le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. S'il n'était pas déjà trop tard. Allez au poste de police. Là, quelqu'un saurait bien où. Non, fit la voix de Tante Evie. Pas là. Si tu vas au poste de police, il sera certainement trop tard. Tu sais où tu dois aller. Tu sais où il est. Oui, bien entendu. Polly courut jusqu'à la porte, tandis qu'une pensée confuse battait à son esprit, comme un papillon contre une lampe. Mon Dieu, je vous en prie, faites qu'il n'achète rien. Oh mon Dieu, je vous en prie. Je vous en prie, faites qu'il n'achète rien.